Au sommaire de cette édition, en RDC, les militaires prennent les commandes dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri à partir de ce jeudi, tel que décidé par le président de la République, une période d'état de siège qui va durer 30 jours. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a effectué une visite à l'université pédagogique de Kinshasa pour se rendre compte des conditions de scolarité des étudiants et des enseignants. Dans la foulée, il a promis de faire cesser la vente des syllabus, une décision qui ne rencontre pas l'assentiment des professeurs, à suivre dans ce journal. Alors que l'Inde, l'Afrique du Sud et une centaine des pays réclament la levée des brevets sur les vaccins contre la Covid-19, les États-Unis se sont dit favorables mercredi à cette levée des protections de propriété intellectuelle. Puis à zéro. Bonjour et merci de nous rejoindre sur Télé 50. Entrée en vigueur de l'état de siège à partir de ce jeudi 6 mai, conformément à la décision du président de la République, Félix Tshisekedi. Quelques heures plus tôt, des militaires ont été nommés pour assurer la gestion des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour une durée de 30 jours. Avec les nominations de ces hauts gradés de l'armée et de la police, plus rien ne pourra empêcher l'entrée en vigueur de l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour neutraliser les groupes armés qui écument l'Est de la République démocratique du Congo, précisément dans les provinces du Nord Kivu et Ituri. État de siège, oui, mais cette stratégie a été appliquée sous le régime du feu maréchal Mobutu. Le choix des animateurs de la nouvelle administration militaire des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri fait penser à la politique de l'administration des non-originaires pratiquée par le président Mobutu pendant son règne et qui a porté ses fruits dans la consolidation de l'unité nationale et dans la pacification du pays. De tous les généraux promus pour gérer la situation dans le Nord Kivu et Ituri, aucun n'est natif de ces deux provinces, ni même de l'Est du pays, alors que la guerre de l'Est a été jusque-là commandée par la plupart des temps par des généraux issus du Sud Kivu et du Nord Kivu. Tous ces généraux auxquels le gouvernement a recouru cette fois pour diriger les opérations dans l'Est sont des anciens de l'armée. Ils viennent rappeler, comme beaucoup de Congolais le pensent, que les anciens militaires étaient mieux formés et disciplinés. L'état de siège décrété par le gouvernement ne concerne pas le Sud Kivu, alors que la situation sécuritaire est aussi précaire dans cette province que dans les deux autres, même si la nature du problème et les acteurs sont différents. Dans le Grand Nord et dans l'Ituri, l'insécurité est d'abord l'œuvre des ADF ougandais et certains groupes armés locaux. L'insécurité est de nature terroriste et affairiste. La décision de l'état de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri en proie à l'insécurité, c'est la décision la plus courageuse prise par le gouvernement congolais. Et cette décision pourrait marquer le début de la fin de l'insécurité dans l'Est de la RDC si le gouvernement et les généraux à qui la mission a été confiée sont conséquents. Des réactions, comme on pouvait s'y attendre, de la part des politiques, acteurs de la société civile et certaines autorités qui sont favorables à l'instauration de l'état de siège. Selon eux, il s'agit simplement d'une décision qui répond à un besoin. On les écoute. C'est un sentiment patriotique positif, dans la mesure où il s'agit d'un seul Congo dont une partie importante de l'Est a été gangrénée. Le président de la République, ayant des prérogatives attributives dans la Constitution, aux articles 85, 144 et 145, a estimé impérieux de résoudre ce problème en utilisant les dispositions constitutionnelles, tout en jouant au contre-chien avec le président de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Premier ministre. Et puis il a ajouté un dernier élément, Conseil supérieur de la magistrature entendu, c'est-à-dire sur le plan processuel, tous les éléments avaient été réunis. Le constat qui avait été fait, c'est que l'autorité civile devenait incapable dans le Nord Kivu et dans l'Ituri. Et quand l'autorité devient incapable, l'autorité civile devient incapable, la Constitution a prévu des voies, des moyens par travers lesquels on peut sauver une partie importante de la République qui se trouve gangrénée, déstabilisée, dont les institutions sont tous ces courses de tous ces bandits qui viennent des pays voisins en complicité avec nos propres frères congolais qui vont pour des raisons d'intérêt sordides. Donc le sentiment est un sentiment de joie.
toute ma gratitude et toute ma reconnaissance à l'endroit du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour avoir enfin pensé que toutes les solutions qui avaient déjà été depuis plus de 20 ans essayées et qui n'avaient pas abouti, il fallait proposer des solutions de type nouveau et frapper de manière très très fort. Et donc, je le dis non seulement comme citoyen de ce pays, je le dis comme avocat et acteur politique, je le dis comme fils du Kivu. Donc, c'est vraiment une grande satisfaction pour nous et pour l'ensemble de la communauté nationale. Et finalement, quelque chose qui n'a pas encore été essayé puisse être essayé et que ça ait cette adhésion populaire de tous les Congolais où qu'ils se trouvent. Cette fois-ci, on dit on a pris le taureau par les cornes et nous donnons toute une chance à nos forces. Nous les encourageons, nos forces armées et les FARDC et la police nationale congolaise. Nous les soutenons et nous les encourageons. Le Premier ministre Samalou Kondé multiplie des rencontres avec les différents opérateurs économiques et miniers en vue de réussir son programme d'action. Le chef du gouvernement consulte au regard des tendances actuelles qui affichent une nette embellie des cours des métaux majeurs à l'international. Et pour mobiliser les industries extractives minières à maximiser les activités minières en vue de soutenir l'économie de la RDC, Jean-Michel Samalou Kondé a échangé avec la délégation de Glencore Group conduite par son CEO Ivan Glassenberg. À la clé de leur entretien, l'évolution des opérations du Glencore Group qui comprend les entreprises minières Kamoto Copper Company et Mutanda Mining. À l'issue de cette audience, Ivan Glassenberg a rassuré que cette embellie des cours des prix des métaux permettra consécutivement l'augmentation des recettes en taxes et royalties au profit du gouvernement congolais. Nous avons rencontré son Excellence Monsieur le Premier ministre pour le mettre au courant de nos activités de KCC et de Mutanda Mining ici en RDC et tout se passe bien. Voyons le cours des prix du cuivre et du cobalt. Nous pensons qu'effectivement ça va bénéficier au pays et nous payerons plus de royalties et de taxes au pays. Sous un autre chapitre, en rapport avec les deux ordonnances signées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de l'état des sièges décrété dans les provinces du Nord Kivu et d'Elituri, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a fait le tour d'horizon avec les ministres sectoriels concernés par ces ordonnances, notamment le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito, la ministre d'État à la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo, et le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda. À la Chambre basse du Parlement, un consensus a été trouvé hier mercredi sur la répartition des commissions entre l'opposition et la majorité parlementaire au cours d'une réunion des conférences des présidents des groupes parlementaires organisée par le bureau de l'Assemblée nationale. C'est le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Joseph Lembi, qui l'a annoncé dans un compte-rendu fait à la presse. Regardez. Il était question d'une concertation. Comme vous le savez tous, il y a eu reconfiguration de la majorité au sein de l'institution. Cela a donné lieu à la réorganisation des groupes parlementaires et des reconstitutions des commissions. Vous savez, cette question a fait l'objet d'un débat depuis un certain temps, depuis qu'on a réouvert la session ordinaire de mars 2021. Alors aujourd'hui, il a été question que nous puissions vider la question. Nos collègues de l'opposition étaient conviés à cette réunion et nous avons échangé en toute sérénité. Les bureaux de l'Assemblée nationale, avec la sagesse du président Mbosso, étaient vraiment cléments et jusqu'à ce qu'un consensus a été trouvé. Je vous donne les détails. L'Assemblée nationale compte 10 commissions plus les comités des sages. Après les échanges, nos collègues de l'opposition ont eu 4 commissions. La majorité en a 7. Nous saluons ici le patriotisme, la volonté de nos collègues de l'opposition qui ont accepté de pouvoir marcher ensemble avec la majorité. Et sur ce, une commission mixte a été constituée pour savoir plus les affectations des députés au sein des différents postes dans les différentes commissions.
Dans le Tanganyika, le gouvernement provincial vient d'être destitué ce jeudi matin et la situation reste tendue entre les partisans du gouvernement sortant et les membres de l'Union sacrée. Au téléphone, nous avons joint à ce sujet Maître Akilimani Nasser. Il est avocat conseil du président de l'Assemblée provinciale. Actuellement, la situation demeure toujours tendue parce que ce n'est que ce matin que la population ne parle pas défendre la voix de la radio Capi. Il y a une motion de censure qui a été déposée à l'Assemblée et au gouvernorat le 4e jour du mois de mai. Il y a une motion de censure contre le gouvernement provincial du Tanganyika. Et ce matin venait de se passer ce qui ne s'est jamais passé dans le monde entier. Un bureau mal constitué, un bureau de gens qui sont remplis de pétitions, assiégés pour tout simplement mettre hors le gouverneur de la province du Tanganyika plutôt. Son excellence, son état-là. Donc, ce n'est qu'en l'Union sacrée qu'on peut voir ça. Juste là, oui, le bureau est destitué, mais par quel bureau? Par les gens qui sont tous sur le coup de la pétition. Par un bureau peut être constitué par les gens qui sont frappés par la pétition. C'est pourquoi nous vous disons que ce bureau est illégalement installé et que nous sommes au Conseil d'État et à la Cour constitutionnelle. Donc, ils vont rapidement, parce qu'ils savent que les décisions qui peuvent venir de ces instances vont annuler tout ce qu'ils ont fait. C'est un peu ça. Deuxième grande institution universitaire de la ville de Kinshasa derrière l'UNIKIN, l'Université pédagogique nationale UPN a reçu ce mercredi la visite du président de la République Félix Tshisekedi. Il a fait le tour du campus de l'UPN en compagnie du nouveau ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi et des membres du comité de gestion en vue de se rendre compte des conditions de scolarité des étudiants et enseignants. Après l'UPN, Félix Tshisekedi est allé aussi écouter les étudiants de l'IBNTP. Sur fond des chants revendicatifs scandés en chœur par des étudiants et des messages repris sur des écriteaux. De pouvoir nous aider à construire de nouveaux locaux afin que les étudiants puissent étudier dans de très bonnes conditions ici à l'Université pédagogique nationale. Le président de la République s'est fait sa propre idée des problèmes qui rongent l'Université pédagogique nationale. Insuffisance et vétusté d'auditoires, difficulté des transports universitaires, frais académiques jugés exorbitants, manque des sanitaires et le reste. Face à la multitude de revendications, le chef de l'État a apporté quelques solutions qui ont galvanisé la foule d'étudiants massés devant le bâtiment administratif autour d'une tribune de libre expression. Félix-Antoine Tshisekedi tient à réhabiliter les résidences des étudiants et leurs auditoires comme il a fait à l'université de Kinshasa. Aussi a-t-il annoncé la connexion Internet gratuite dans le campus universitaire pour les travaux de recherche. Par conséquent, a-t-il dit, la vente des syllabus est à proscrire. Au sujet des frais académiques, le président de la République a indiqué que cette question sera examinée en toute urgence par le ministre des tutelles. La question de la gouvernance des institutions a aussi été évoquée par les étudiants. Pour le président de la République, la corruption et les antivaleurs n'ont pas de place dans la communauté des savants. La même effervescence a été constatée au campus de l'Institut national des bâtiments et travaux publics INBTP. Étudiants et enseignants mobilisés depuis les premières heures ont chaleureusement accueilli le chef de l'État qu'ils appellent voisin en raison de la proximité de leur campus avec la cité de l'Union africaine. Comme à l'UPN, le chef de l'État a fait les mêmes annonces. Ces deux visites ont le même mérite d'avoir permis au président de la République d'échanger directement avec les étudiants sur leurs préoccupations afin de proposer des solutions idoines. Parmi les décisions prises par le chef de l'État lors de sa visite dans ces différents sites universitaires figure celle interdisant la vente des syllabus, une décision que les professeurs ont du mal à digérer. Moi, je l'ai suivi, mais je ne pense pas qu'il est interdit parce que il n'y a que deux possibilités. Ou bien on finance les universités, pour le moment il n'y a pas de budget,
De cette manière-là, l'université va produire et distribuer aux étudiants. Dans les cas contraires, les étudiants seront obligés d'avoir un support. Mais dans cette vente, il y a des dérapages. Mais ça, c'est dû à l'autorité de l'institution qui doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérapage. Alors, on a parlé qu'avec le Wi-Fi, ils n'auront plus besoin de syllabus. Non, moi déjà, je suis sur l'Internet. Je lis tous les jours. Et je n'arrive pas à consulter un livre scientifique sur le net parce qu'on me demande tout le temps d'acheter. Donc, de tout ce que le président a dit, il n'a pas dit ça. Moi, je pense que ce sont des interprétations. Il a dit ça. De lui-même, je ne vois pas comment il peut dire. Bien sûr, dans les ventes des services, il y a des dérapages. Mais ça, c'est chaque autorité de chaque établissement qui va veiller qu'il n'y ait pas de dérapage. Mais l'étudiant a besoin d'un support pour sa formation. Toujours dans le secteur de l'éducation, les dégâts restent énormes. Après l'incendie de l'Institut supérieur de Bukavu, les étudiants victimes de ce drame ont été reconfortés par les dons des personnes de bonne volonté et des notables du coin. En attendant une solution durable, les appels à la solidarité se multiplient. Après la visite du gouverneur Théo Ngwabidje au lieu des victimes, accompagné d'une assistance, les étudiants sinistrés de l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu ont reçu encore une fois une assistance du notable et des députés national Olive Moudekiriza. Ces vivres et non-vivres sont constitués des matelas, des couvertures, des rames, des papiers, des bidons d'huile et des sacs de farine. Ce geste, a souligné Olive Moudekiriza, n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais ceci témoigne un geste de solidarité que toute personne de bonne volonté peut poser pour soulager tant soit peu ces victimes dépourvues de tout. Bon, les petits gestes que la Fondation Moudekiriza a remis aujourd'hui, ça a été promis depuis hier dans mon message de compassion. Et j'avais demandé à mon équipe de la Fondation à Bukavu de réunir quelque chose. Sérieux, c'est comme le goutte d'eau dans un océan, dans un lac. Mais d'autre part, je sais qu'avec le goutte d'eau, c'est avec ça que se forme un lac. Si chacun parmi nous, tous les fils et les filles d'ici qui chacun donnait au moins un rame de papier, un sac de riz, 2 ou 3 tôles, 1 kilo de clous, on peut arriver à réhabiliter cette infrastructure de base et ça sera encore l'honneur des filles et des fils d'ici Kivu, ISP Bukavu. Vraiment, c'est un patrimoine commun que nous devrions sauvegarder tous. Mais malheureusement, avec l'incendie, c'est une grande perte. Je crois que le gouvernement va s'atteler à ça et va tout faire pour réhabiliter l'ISP parce que c'est la fierté de la RDC. Tous les étudiants qui viennent d'ailleurs étudier là-bas. Du côté de l'administration de cette institution supérieure, cet acte de patriotisme posé par l'élu de Walungu va droit au cœur des étudiants qui n'ont pas caché leur satisfaction. On comprend que c'est véritablement un fils de la nation congolaise, un monsieur qui a déjà gravé son nom dans le mémoire de nous tous. Et ce qu'il fait, ce qu'il continue de faire pour notre société est combien mémorable. Nous sommes vraiment très heureux, très fiers de lui. Nous disons merci au nom de tous les l'ISP, des sinistrés et de toute la communauté de Sud-Kivu. Nous disons merci à l'honorable. À cet instant, plusieurs étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu restent sans abri et passent leur nuit à la belle étoile en attendant une solution de la part des autorités compétentes du gouvernement de la République démocratique du Congo. En Afrique, Olivier Dubois, journaliste français, affirme avoir été enlevé au Mali. Dans une vidéo de 21 secondes diffusée mercredi sur les réseaux sociaux, il donne son identité et confirme son statut d'otage entre les mains du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, branche locale d'Al-Qaïda. L'enlèvement a eu lieu le 8 avril à Gao. Dans une vidéo de 21 secondes diffusée mercredi 5 mai sur les réseaux sociaux, il donne son identité et confirme son statut d'otage entre les mains du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, branche locale d'Al-Qaïda. L'enlèvement d'Olivier Dubois, journaliste français, a eu lieu le 8 avril à Gao au Mali. Assis par terre, les jambes croisées, sur une toile de couleur verte, dans ce qui semble être une tente, il dit s'adresser à sa famille, à ses amis et aux autorités françaises pour qu'elles fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour le faire libérer. Avant son arrivée le 8 avril à Gao, le journaliste français avait via un intermédiaire échangé des lettres avec un supposé chef djihadiste qui l'attendait. Dans ces missives, il s'agissait d'un reportage. Il comptait réaliser l'interview avec Abdallah Ag al-Bakaye, un cadre dans la région du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans.
Et à son arrivée à Gao, le même intermédiaire du nom de Suleiman l'accueille à l'aéroport. Les affaires du journaliste déposées à l'hôtel, il part au lieu de rendez-vous avec le chef djihadiste à l'intérieur de la ville de Gao. Comme prévu, il est sans son matériel de travail, ses futurs ravisseurs craignant d'être suivis. Une enquête préliminaire pour enlèvement en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste a déjà été ouverte en France, selon l'agence France Presse, auprès du parquet national antiterroriste. Depuis 2012, le Mali est en proie à une poussée djihadiste dans sa partie nord qui a plongé le pays dans une crise sécuritaire et s'est étendue au centre du pays. Les violences se sont également propagées au Burkina Faso et au Niger voisin. Alors que l'Inde, en international, l'Afrique du Sud et une centaine des pays réclament la levée des brevets sur les vaccins contre la Covid-19, les États-Unis se sont dit favorables mercredi à cette levée de protection de propriété intellectuelle. Cette levée temporaire des brevets sur les vaccins est notamment réclamée par ces pays pour pouvoir accélérer la production, mais certains autres pays dont la France y sont opposés. Les USA se veulent favorables à la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid, un geste significatif à l'heure où les pays pauvres manquent cruellement de précieuses doses, seule arme contre la pandémie qui poursuit ses ravages notamment en Inde. Il s'agit d'une crise sanitaire mondiale et les circonstances extraordinaires de la pandémie du Covid-19 appellent à des mesures extraordinaires, en croire la représentante américaine au commerce, Catherine. L'administration Biden croit fermement aux protections de la propriété intellectuelle, mais pour mettre fin à cette pandémie, elle soutient la levée de ces protections pour les vaccins contre le Covid-19, a justifié Catherine, précisant que Washington participait activement aux négociations menées à l'Organisation mondiale du commerce pour permettre la levée de ces brevets. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, salue peu après sur Twitter cette décision. Pour l'heure, la fracture se creuse entre les nations déchiritées à la peine et les pays riches, où les campagnes de vaccination bientôt élargies aux États-Unis, aux adolescents et au Canada aux enfants dès 12 ans permettent une levée progressive des restrictions sanitaires. Exhortés par l'Organisation mondiale de la santé à la solidarité dans ces domaines, les membres du G7, États-Unis, Japon, Canada, Allemagne, France, Royaume-Uni et Italie ont discuté mercredi à Londres des moyens d'augmenter leur assistance financière ou de partager leurs doses excédentaires pour aider les États pauvres. En sport, le marathon Vodacom va se poursuivre ce jeudi avec 2 rencontres à Lubumbashi. Les Kamikazes de Lubumbashi Sport, dernier au classement avec 16 points, joueront Maniema Union, 3e avec 50 points. Puis Bazano, avant-dernier, croisera Sa Majesté Sangabalindi. En conférence de presse d'avant-match ce mercredi, Olivier Chilumba, coach adjoint de Bazano, s'est dit confiant avant d'affronter les Anges et les Saints. UEFA Champions League, ça sera une finale 100% anglaise cette saison. Hier, Chelsea a validé son billet pour cette finale qui se jouera le 29 mai à Istanbul. Les Bleus ont battu le Real Madrid de Zinedine Zidane sur le score de 2-0. Malgré le retour de Sergio Ramos, les Merengues n'ont pas résisté à la machine tournante de Bleu qui les avait piégés lors de la manche allée. Who seemed as though he'd done everything right. And Timo Werner just following it. Le PSG, Thomas Tuchel va encore goûter à la sauce cette saison avec le bleu de Chelsea qui ont gagné ce trophée en 2012. Voilà qui met fin à ce journal. Voici le rappel des titres. Les militaires prennent les commandes dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri à partir de ce jeudi, tel que décidé par le président de la République lui-même. Une période d'état de siège qui va durer 30 jours. Le président de la République a effectué une visite à l'université pédagogique de Kinshasa pour se rendre compte des conditions de scolarité des étudiants et des enseignants. Dans la foulée, il a promis de faire cesser la vente des syllabus, décision qui ne rencontre pas l'assentiment des professeurs. Alors que l'Inde, l'Afrique du Sud et une centaine des pays réclament la levée des brevets sur les vaccins contre la Covid-19, les États-Unis se sont dit favorables mercredi à cette levée des protections de propriété intellectuelle. But à 0. L'actualité continue sur Télé 50 avec la revue de presse dans un instant.
La lecture de la presse de ce jeudi se fera avec Bédrine Kenge de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue Bédrine. Bonjour Amina et merci. L'état de siège entre en vigueur pour la sécurisation de l'Est du pays. Premier titre de votre revue de presse. Oui Amina, et dans le cadre de cette mesure, VEAfrique.com nous renseigne que le président Félix Tshisekedi a remplacé donc les autorités civiles des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri par des militaires. La question de l'état de siège a été aussi abordée au cours de la conférence hebdomadaire de la MONUSCO d'hier, renseigne 7sur7.cd. Pendant la période, cette mission de l'ONU promet d'être vigilant à ce que les droits fondamentaux soient respectés. Entre-temps, signal politico.cd, les anciens présidents de Chambre du Parlement appellent à construire un consensus national autour de la question sécuritaire de l'Est dans une déclaration assortie des recommandations poignantes. Laurent Mosengo, Léon Kengo, Philomène Omatuku, Aubin Minakou, Évariste Bochab, Alexis Tamboué, Olivier Kamitato et Thomas Louaka interpellent donc la classe politique et la société civile sur la détérioration de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Ces anciens speakers des chambres du Parlement mettent également l'accent sur la classe politique congolaise devant ses responsabilités en lui demandant justement de taire les querelles partisanes et de se surpasser. Ainsi, on appelle-t-il également à la mobilisation générale en demandant à toute la communauté nationale de considérer la situation de l'Est non plus comme une priorité mais comme une urgence et de lui accorder une prise en charge nationale selon le site. Cette déclaration intervient donc après la démarche des évêques de l'Église catholique qui ont également déposé lundi leurs éléments de preuve pour accompagner la mission parlementaire qui sera diligentée dans l'Est du pays, estime ce média en ligne. Lutte contre le Covid-19 vers la levée des brevets sur les vaccins. Le sujet fera l'objet des discussions au sein de l'Union européenne, mais la présidente de la Commission européenne a invité ce jeudi tous les pays producteurs de vaccins à autoriser les exportations de vaccins contre le Covid-19, rapporte RFI.fr. La position de l'UE fait suite à la proposition des États-Unis d'Amérique, qui sont d'ailleurs favorables à la levée des protections de propriété intellectuelle pour les vaccins contre le Covid-19 afin d'accélérer la production et la distribution de précieux sérums dans le monde, a annoncé mercredi. L'administration Biden révèle le soir.be. Pour la représentante américaine au commerce Catherine Tai, le monde a connu une crise sanitaire et traverse maintenant les circonstances extraordinaires. Il faut également des mesures extraordinaires pour lutter efficacement contre la pandémie, ajoute ce site français. Et les échos.fr rappelle de son côté que la proposition des USA intervient après que le membre de l'Organisation mondiale du commerce réuni hier à Genève n'ont pas réussi à trouver un accord sur la suspension temporaire de certaines dispositions de ce brevet soutenu par l'Afrique du Sud et l'Inde afin d'accroître la production des vaccins anti-Covid pour une distribution plus large dans les pays pauvres. Le projet va faire l'objet d'une révision. Une nouvelle proposition plus flexible doit être rendue publique le mardi prochain. On va terminer avec ce sujet plutôt léger, une anecdote, il semble. Dimanche dernier, Amina, des visiteurs du parc d'attractions Blackpool Beach au Royaume-Uni se sont retrouvés bloqués au sommet des montagnes russes les plus hautes du pays, les Big One, anciennement appelées de Pepsi Max, à une hauteur de 165 mètres. En raison d'une défaillance technique, les malheureux visiteurs ont été donc contraints de descendre à pied de l'attraction. Amina, la scène a été immortalisée par plusieurs témoins et les images spectaculaires ont été diffusées sur les réseaux sociaux et relayé par 7sur7.be. À tout problème existe une solution. À toute solution peut surgir un nouveau problème. Confère citation de Daniel Debien. Merci beaucoup Bédrine Kenge pour votre revue de presse. Merci à vous autres. Ce journal est terminé. Le prochain, c'est dans moins d'une heure. Excellente suite de nos programmes. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.